Bonjour et bienvenue à tout le monde. Ici c'est IT Jesh de IT Sans Frontières. Aujourd'hui, nous allons découvrir un concept clé dans le domaine de l'informatique. C'est la virtualisation. Cette vidéo vous permettra de comprendre tous les concepts liés à la virtualisation et comment il est possible d'utiliser ou d'installer plusieurs systèmes d'exploitation dans une seule machine physique grâce aux machines virtuelles. Ce sujet est très essentiel pour tous les futurs professionnels de IT ou toute personne intéressée par l'informatique. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner, liker et cliquer notre cloche de notification pour recevoir les informations lors de nos prochaines vidéos. Quand on parle de la virtualisation, et pourquoi ce concept est devenu omniprésent dans le monde de la technologie moderne. Si vous voulez découvrir pourquoi, restez accrochés et ça ne sera pas long. Pourquoi la virtualisation est si importante dans le monde de la technologie? Comme vous le savez, nous vivons dans un monde où l'optimisation des matériels est un enjeu crucial dans le monde de la technologie. Et pour éviter de gaspiller trop de dépenses inutiles sur l'achat des machines, des ordinateurs, des serveurs et autres, le monde informatique a mis en place ces concepts, ce système, la virtualisation, qui nous permet non seulement d'optimiser les coûts des ressources dans les entreprises, mais de rendre son infrastructure plus évolutive et plus robuste. Et donc, cette solution reste incontournable pour les entreprises et pour tout professionnel IT qui veut rendre son infrastructure optimale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mes chers amis, je vous laisserai mon générique et je vous reviens dans quelques instants. Restez accrochés si le sujet vous intéresse et c'est parti. Voilà, nous revenons et restez accrochés et nous allons maintenant passer dans le vif de notre sujet. Nous allons comprendre c'est quoi la virtualisation, comment fonctionne ce système et comment l'utiliser. Restez concentrés et on commence. Voilà mes chers amis, nous y sommes et voici la virtualisation. C'est quoi la virtualisation? Bon, pour ne pas aller beaucoup plus loin et pour être plus concise et plus clair, j'ai proposé des diaporamas très importantes, très compactes pour essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est la virtualisation en informatique. Mes chers amis, la virtualisation en informatique n'est autre que un mécanisme qui permet de créer le monde, c'est-à-dire des ordinateurs, des commutateurs, des réseaux, ainsi de suite, parallèles à l'intérieur d'un même ordinateur. C'est-à-dire nous avons notre système, notre parc informatique, où il y a des machines et des serveurs, et comme cela ne suffisait pas, le moyen peut-être ne le permet pas d'acheter davantage de machines, des matériels physiques, on se concentrera sur la virtualisation pour
utiliser les capacités internes, le RAM, le processeur, le mémoire de notre ordinateur pour créer, implémenter d'autres machines virtuelles, cette fois-ci à l'intérieur des machines physiques, afin de réduire les coûts en même temps et d'électricité et d'achat inutile d'autres machines. Voilà où était venu le concept de la virtualisation. Et ce que vous devez savoir, dans la virtualisation, chaque machine virtuelle que nous allons créer à l'intérieur d'une machine physique fonctionne comme un vrai ordinateur avec son propre système d'exploitation, ses propres applications et tout consort. Donc bref, c'est vraiment une machine à part entière, sauf qu'elle est virtuelle. C'est tout. Elle a toutes les fonctionnalités d'une machine physique. La seule différence, c'est qu'elle est à l'intérieur d'une autre machine. Ça, c'est une plaque tournante dans le monde de la technologie, mes chers amis. Ce qui permet maintenant à faire cette virtualisation. C'est peut-être une question. Moi, j'ai ma machine, ou j'ai mes 4, 5, 6 machines mises dans un réseau. Comment je peux faire pour implémenter la virtualisation? Qu'est-ce qu'il faut? Toutes ces questions, nous les répondrons un peu plus tard, mais dans cette petite partie, nous allons juste parler brièvement. Et c'est parti pour que vous compreniez vraiment c'est quoi la virtualisation. C'est ça le sujet aujourd'hui. Il faut savoir, pour qu'une machine virtuelle, une machine physique, puisse permettre la création de machines virtuelles, nous avons besoin d'y installer un logiciel qu'on appelle l'hyperviseur. Le terme est là, l'hyperviseur. Voilà. C'est ce logiciel qui agit comme un chef d'orchestre. Donc celui, il répartit les ressources de la machine physique sur toutes les machines virtuelles qu'on va créer. Donc, à savoir les processeurs, la mémoire, les stockages. Donc, l'hyperviseur, c'est notre logiciel central et un chef d'orchestre qui joue les rôles comme des contrôleurs totaux de toute l'infrastructure virtuelle qu'on veut construire. Donc, le mot-clé qu'il faut retenir ici, c'est que quand vous entendez de l'hyperviseur, il faut retenir c'est ce logiciel installable dans une machine physique qui permet la virtualisation, donc la création des infrastructures virtuelles dans une ou un ensemble de machines physiques. Donc, à partir maintenant de cette virtualisation, quel est vraiment l'apport de cette technologie en informatique? Donc, à partir de la virtualisation, il sera maintenant possible de faire tourner, par exemple, plusieurs systèmes d'exploitation dans une seule machine physique. Comme une seule machine physique peut tourner à la fois Windows, Linux, ainsi de suite. Parce que tu as une machine en Windows, tu peux créer des machines, tu peux installer ton hyperviseur et créer d'autres machines virtuelles en Linux. Et donc, tu auras deux machines dans une machine. C'est très important et c'est très synthétique pour le monde de la technologie. Voyons maintenant types de virtualisation. Quels sont les types de virtualisation que nous avons en informatique? Il existe plusieurs types de virtualisation en informatique, mes chers amis, mais le plus important de ce qui nous intéresse pour notre sujet sont les suivants. Il y a la virtualisation des serveurs. Cette virtualisation permet de créer plusieurs serveurs virtuels sur une seule machine physique. Ça, il faut le retenir, toujours le même concept. Il est très utilisé dans le centre de données, c'est-à-dire le data center, pour optimiser les ressources. Comme les bases de données, toutes ces choses-là, beaucoup de serveurs dans les centres de données, on les utilise le plus souvent. Il y a la virtualisation des postes de travail ou des bureaux, c'est-à-dire les machines des bureaux que nous utilisons dans les entreprises
le client Windows 10, Windows 11, Mac, ainsi de suite là. Ces machines-là, chaque utilisateur peut accéder à un bureau virtuel. Ça, c'est très important dans des entreprises. Donc, on peut créer autant de machines virtuelles qu'on veut et les utilisateurs peuvent se connecter à ces machines virtuelles-là à partir d'une machine physique et prendre ces machines à distance, par bureau distance, et les utiliser comme s'ils utilisaient une machine physique. Si vous avez une telle technologie, je pense que ça réduit énormément des coûts d'achat des matériels inutilement. Voyons maintenant d'autres types de virtualisation à part la virtualisation des serveurs et la virtualisation des postes de travail. Nous avons également la virtualisation des stockages. Ça, c'est aussi très important dans les systèmes de stockage des données. On l'utilise souvent pour les disques durs et les autres supports qui seront regroupés ensemble pour créer un volume virtuel ou logique qui servira d'un stockage principal. Ça, on peut le voir comme le volume USCSI. Ceux qui connaissent bien ce terme, c'est pas le sujet, mais on en parlera un jour. C'est l'ensemble de plusieurs disques durs qu'on met dans une machine et à partir desquels on crée un pool, donc un groupe de ce disque dur. Et à partir de ce disque dur, on va créer un disque virtuel qui va représenter ces disques durs qui seront soit sur un RAID 10, un RAID 5, un RAID. Ne vous inquiétez pas si beaucoup de termes que j'utilise, vous ne les comprenez pas, comme le RAID 10. Le RAID, ce sont le système de tolérance de panne et toutes ces choses-là. On en parlera dans les prochaines vidéos, mais il faut juste que vous compreniez ce que je vais dire. Donc, plusieurs disques sont mis ensemble, puis on crée un grand disque virtuel qui représente la taille de tout ce disque-là. Ça, là, c'est ce qu'on appelle la virtualisation des stockages. À part la virtualisation des stockages, il y a aussi la virtualisation des réseaux. La virtualisation des réseaux, c'est ce que vous entendez souvent dans le monde infonuagique. Ça, c'est un exemple un peu plus concret, vous pouvez le voir, comme dans AWS. Tu vois là, il y a vraiment des infrastructures virtuelles. La virtualisation d'un réseau, c'est ce qu'on appelle IaaS, Infrastructure as Service. Donc, c'est ça là. Donc, sur le IaaS, que vous pouvez voir comme Azure de Microsoft, Google Cloud Computing de Google et Amazon Web Services. Donc, c'est ça là, AWS. Donc, ça là, ce sont vraiment les systèmes qui te permettent d'implanter tout un réseau virtuel à partir d'un système centralisé des data centers. Et ça, la virtualisation le permet. Et ensuite, il y a aussi la virtualisation des applications. Celui-là, il est aussi beaucoup plus utilisé comme Office 365 en ligne de Microsoft. Vous voyez, il y a des applications. C'est ce qu'on appelle PaaS. Donc, on voit vraiment les applications sont mises ensemble pour être utilisées d'une manière. Donc, tu n'as pas besoin de les installer, tu as juste besoin de te connecter aux plateformes et commencer à utiliser les applications. C'est comme Microsoft 365, et tu peux juste te connecter en ligne et tu commences à utiliser Office, tout ça. Mais ça, là, c'est vraiment la virtualisation des applications. C'est très important ce monde-là. Et il y a aussi le Citrix et autres technologies qui permettent de faire ce genre de choses. Donc, voilà, la virtualisation a apporté de grandes réformes dans le monde de l'informatique, ce qui ne pouvait pas être envisageable avant. C'est quoi l'importance de la virtualisation? Je pense que partant de toutes les explications que j'ai fournies, vous avez au moins déjà l'idée sur ce qui pourra être l'apport ou l'importance de cette technologie. Pour ne pas être beaucoup trop long dans les mots, nous voulons que nous comprenions que la virtualisation permet d'abord de faire fonctionner plusieurs systèmes ou environnements isolés appelés machines virtuelles sur un seul ordinateur physique qu'on appelle hôte. Voilà, le terme est là. L'hôte, ça c'est le terme qu'on utilise pour représenter la machine qui héberge les différentes machines virtuelles. Voilà. Ensuite,
À part cette création de machines virtuelles et l'hébergement, la virtualisation permet aussi d'optimiser les ressources. Et ça, là, c'est vraiment une importance capitale de la virtualisation parce qu'elle nous permet de réduire les coûts d'achat de matériel physique inutilement. Tu vas plutôt acheter 2 ou 3 machines et tu ajoutes les capacités, le RAM, le disque, le processeur. Et là, à partir de ça, le reste, tu peux juste créer des machines virtuelles et qui vont tourner. Au lieu d'aller acheter des millions de machines inutilement, tu en achètes peut-être 100 ou 500 et les autres deviennent, tu crées des machines virtuelles à l'intérieur de ces machines-là. Ça économise énormément pour les entreprises. Et c'est très important de maîtriser cette technologie-là si tu veux aller beaucoup plus loin dans le monde de la technologie de l'information, informatique. Bon, à part ça, il permet de réduire les coûts comme il optimise les ressources. Effectivement, plus il y a des ressources, plus le coût est élevé parce que tu as beaucoup de machines, tu as beaucoup de consommation d'électricité, la facture sera trop galopante et plus tu payes cher pour acheter ces machines-là et même leur maintenance. Mais quant à la machine virtuelle, ça ne marchera pas comme ça du tout. C'est juste une machine et qu'il y a d'autres machines à l'intérieur. Donc la maintenance n'est pas trop coûteuse, tout comme le prix de l'électricité reste trop bas et ainsi la réduction aussi des coûts d'achat des matériels physiques. Donc ça réduit tout. C'est pourquoi cette technologie est une plaque tournante et une aubaine pour les spécialistes et les professionnels UT. À part ça, la virtualisation aussi permet la souplesse et la rapidité. Donc tu peux créer, modifier, supprimer un environnement virtuel. Donc tu supprimes des machines, supprimes n'importe ce que tu veux, là-bas ça marche plus, tu le supprimes et ça ne sera pas la fin du monde. Donc il est aussi utilisé pour des environnements de test. Tu vas tester des technologies au lieu d'utiliser ta propre machine physique que tu pourras détruire par une technologie mal sécurisée ou quoi. Tu vas créer une machine virtuelle dédiée et tu testes dessus ta technologie. Si les solutions deviennent prometteuses, vous pouvez l'intégrer dans votre système. Ou s'il trouve des problèmes d'incompatibilité ou de flexibilité ou de lenteur ou encore le faille de sécurité, certaines vulnérabilités qui pourront compromettre la santé de ton infrastructure, tu supprimes la machine virtuelle et tu bootes la plus, tu oublies la solution tout simplement et tu n'as aucun problème. Il y a aussi la sécurité renforcée. Les machines virtuelles permettent aussi de renforcer la sécurité parce que chaque machine virtuelle étant isolée, un problème ou une attaque sur une ne touche forcément pas les autres. C'est ce qui est complètement correct dans le monde où les attaques, la cybercriminalité a grimpé et les cyberattaques sont devenues de plus en plus nombreuses. Donc, c'est vraiment une solution optimale car elle renforce aussi la sécurité, ce qui est très important dans le monde de la technologie de l'information. Ça, il faut le savoir. Ce sont les grandes lignes. Dans le monde IT, tu veux être un professionnel IT, il faut toujours penser à la sécurité renforcée des infrastructures. C'est très important dans le monde de cette entreprise. Il y a ensuite la continuité des services. Ça, c'est très important, ça. Les machines virtuelles permettent la continuité des services. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en cas de panne matérielle, les machines virtuelles peuvent être rapidement déplacées vers un autre serveur, ce qui minimise les interruptions. Ça, c'est très important à comprendre et c'est ce qui rend cette technologie incontournable aussi. Parce que là, je suppose que j'ai 2 machines virtuelles ou j'ai 2 machines physiques. J'ai mon serveur qui héberge mon application web, mon application de e-commerce par exemple. Et il arrive que ma machine tombe en panne. Automatiquement, mon application n'est plus accessible. Et là, je dois devoir soit attendre la réparation de la machine, recréer, donc, ou soit si elle est complètement détruite, je dois recommencer, récupérer mon disque et puis recommencer à acheter une nouvelle machine, mettre un budget, réinstaller. Ça devient quand même trop long, toutes ces choses-là. Pendant que si j'héberge dans une machine virtuelle, mon application web, dans un système de virtualisation,
normalement, dès qu'une machine physique qui héberge mes machines virtuelles tombe en panne, les machines virtuelles vont directement migrer. C'est ce qui est, il faut comprendre, c'est très important en virtualisation. Vont migrer dans une autre machine virtuelle qui a la capacité d'entretenir ces machines-là et assurer leur bon fonctionnement. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la tolérance aux pannes, la haute disponibilité aussi en d'autres termes, c'est ça. Comme ceux qui utilisent les technologies de virtualisation comme VMware ESX, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez le voir que là, dans le vCenter, par exemple, on parle de vMotion. Là, c'est la migration à chaud. Donc, dès qu'un hôte ou une machine hyperviseur tombe en panne, automatiquement, toutes les machines virtuelles qui étaient hébergées se déplacent vers d'autres machines hôtes. Et ils vont rester là-bas. Tant que la machine ne reviendra pas en fonction, ils restent dans d'autres serveurs. Et dès que la machine revient en fonction, ils peuvent encore revenir avec une migration. Et là, c'est de façon automatique. Tu n'as pas besoin d'intervenir pour ça. Ça bouge, ça se déplace, ça migre automatiquement. Dès qu'il y a un problème, toutes les machines automatiquement migrent vers l'autre hyperviseur. Ça, c'est très important à comprendre. Et aussi, ce qui assure vraiment cette continuité de service et ce qui rend cette technologie très pertinente dans le monde de la technologie informatique. Voilà, on parle trop de l'hyperviseur là, hyperviseur ci, hyperviseur go. Peut-être vous demandez, vous posez toujours la question. Tout le temps, il nous parle de l'hyperviseur. Et c'est quoi un hyperviseur? C'est quoi un hyperviseur et qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, nous allons comprendre l'hyperviseur. Comme je le dis, c'est juste un logiciel qui agit comme un chef d'orchestre. Donc, c'est lui l'administrateur des machines virtuelles dans un système. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment un logiciel qui agit comme l'administrateur, celui qui gère, qui regarde tout, qui contrôle toutes les machines virtuelles dans un système informatique. Donc, il répartit les ressources de façon équilibrée, donc tout en se fiant au fonctionnement, aux besoins matériels, de chaque machine virtuelle, parce que toutes les applications ne sont pas de la même façon. C'est cet hyperviseur-là qui s'occupe de toutes ces choses-là. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs types de différentes. Il y a plusieurs hyperviseurs dans le monde. Certains sont payants et ils coûtent trop cher, les licences, et d'autres sont peut-être gratuits ou moins chers, et ça dépend. Comme je vais vous citer certains les plus populaires. Il y a Hyper-V de Microsoft. Lui, c'est vraiment, comme tu vois le nom du Hyper-V, c'est vraiment un logiciel très puissant de la virtualisation pour les produits Microsoft. Donc, il y a un Windows Server 2022, 2000 combien, tu peux utiliser celui-ci, ou Windows 10 et 11 version entreprise aussi. Il y a l'Hyper-V qui peut être installé et utilisé et permet la création des machines virtuelles. Il y a VMware et SXI qui est aussi très utilisé dans les environnements virtualisés. Il y a VirtualBox pour Oracle qui est aussi un hyperviseur important, open source, gratuit, que vous pouvez utiliser, vous pouvez installer dans vos machines et les utiliser. Il y a VMware Workstation qui est aussi une application mais payante avec quelques fonctionnalités gratuites, donc que vous pouvez aussi installer. Ainsi, il y a Proxmox, une solution Linux open source, mais il y a certaines fonctionnalités aussi payantes. Et donc, avec ce hyperviseur-là, c'est pas tout, il y en a d'autres. Donc, ne dites pas que on a dit que c'est seulement, non, c'est pas ça seulement, il y en a d'autres. Mais ça, là, sont les plus utilisés. Moi, j'ai choisi les plus utilisés, comme ici en Amérique du Nord, tu vas voir, beaucoup de gens utilisent ça. Windows Hyper-V, tu vas trouver VMware, donc c'est ça. Donc, voilà. Le type, on va voir, il existe le principal type. Mais il faut savoir, ces hyperviseurs que j'ai énumérés là, sont groupés en deux catégories. C'est très important. Là, je les ai juste énumérés. Mais il faut savoir, tous ces hyperviseurs-là ne fonctionnent pas de la même façon. Ils sont groupés en deux grandes catégories. Et ce que je vais vous donner ici, ce que moi j'appelle le type des hyperviseurs. Suivez très bien. Il existe vraiment deux types
des hyperviseurs. Chacun a ses particularités, comme je viens de vous le dire. Bon, il y a les hyperviseurs dits de type 1 ou bar métal. Donc, les hyperviseurs de type 1 sont les hyperviseurs bar métal. Que veut dire ce? Pourquoi on dit que c'est des hyperviseurs bar métal? C'est-à-dire, ce sont des hyperviseurs basés sur le matériel. C'est-à-dire, ces hyperviseurs-là n'ont pas besoin d'une machine avec un système d'exploitation. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'installer Windows 11, Windows 10, Windows Server, Linux, peu importe, pour installer ces logiciels-là, ces hyperviseurs, c'est ce que ça veut dire. Mais plutôt, ces hyperviseurs sont souvent installés comme le système d'exploitation sur le matériel physique directement, sans intermédiaire d'un système d'exploitation. Il s'agit des cas de l'hyperviseur Hyper-V de Microsoft, il s'agit des cas de Proxmox par exemple, il s'agit des cas aussi de VMware et SXI. Voilà, et il y en a d'autres. Eux, ce sont des hyperviseurs qui n'ont pas besoin d'un système d'exploitation installé au préalable dans la machine pour fonctionner. Tu le plantes, tu crées un disque, une clé bootable et tu le plonges dans ta machine et tu les installes comme si tu installais un système d'exploitation. Ils fonctionnent comme ça. Donc, c'est pourquoi on les appelle les hyperviseurs de type 1 ou bar métal. Donc, ce sont des hyperviseurs basés sur l'autre. Ils n'ont pas besoin de système d'exploitation pour être installés ou pour fonctionner. Ça, c'est très important à retenir. Et il y a aussi les hyperviseurs de type 2. Ça, ces hyperviseurs de type 2 sont dits aussi hosted. Donc, ce sont des hyperviseurs basés sur l'autre. C'est-à-dire, ce sont des hyperviseurs qui ont besoin d'un système d'exploitation. Ils sont installés comme d'autres applications, comme Chrome, comme Firefox, comme Teams, n'importe quoi. Donc, ils se font installer comme n'importe quelle autre application et sont utilisés dans une machine qui a déjà son système d'exploitation. Ça, ce sont les hyperviseurs de type 2. Et là, il s'agit vraiment de VMware Workstation, Oracle VirtualBox, et ce sont vraiment des hyperviseurs de niveau de type 2 que vous pouvez installer, télécharger l'application, vous l'installez et à partir de cette application, vous pouvez créer des machines virtuelles. Sauf qu'il faudrait savoir, il y a certaines fonctionnalités avancées qui ne sont pas possibles dans les hyperviseurs de type 2 que nous pouvons faire avec les hyperviseurs de type 1. C'est pourquoi les hyperviseurs de type 2 ne sont pas faits pour être utilisés souvent dans les entreprises. En production, non, c'est souvent dans les environnements de test, mais ce sont plutôt les hyperviseurs de type 1 qu'on va toujours utiliser parce qu'ils ont des fonctionnalités plus poussées et plus avancées et ici qui détiennent vraiment toutes les fonctionnalités possibles de la virtualisation. Mais ça, il faut le retenir. Donc, les hyperviseurs de type 1, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'installent directement sur le matériel physique de l'ordinateur sans passer par le système d'exploitation intermédiaire. 2. Voilà les particularités les plus importantes à retenir sur les hyperviseurs de type 1 ou bar métal. Ils sont très utilisés dans les centres de données et dans les environnements professionnels pour leur performance et leur stabilité. Comme je viens de le dire tantôt. 3. Nous donnons quelques exemples de ces hyperviseurs-là. Il y a VMware et SXI, il y a Microsoft Hyper-V, il y a Xen et il y a d'autres. Avantage principal, les performances sont optimales et ils offrent une meilleure sécurité car il y a moins de couches logicielles. Donc c'est juste métal et tu tombes sur l'hyperviseur. C'est pas comme le type D où il y a d'abord matériel, puis il y a système d'exploitation, puis il y a hyperviseur en troisième position. Mais le couche 1, le hyperviseur de type 1, il y a juste le matériel et tu tombes directement sur l'hyperviseur. C'est pourquoi ils sont trop performants. Ça, il faut le savoir aussi. Il y a maintenant les hyperviseurs de type 2 basés sur l'autre et ils s'installent au-dessus d'un système d'exploitation existant comme Windows, Linux, Mac OS ou autre. Voilà la différence. Ils sont idéaux pour une utilisation sur un ordinateur personnel. Donc, toi, tu as ta machine. Par exemple, tu as ta machine avec un Windows 10, avec un Windows 11, avec un Mac, n'importe quoi. Tu peux installer VirtualBox et à partir de cela, tu peux créer une machine virtuelle en Linux. Si tu veux comprendre, savoir comment utiliser
une machine d'Unix et Ubuntu par exemple, tu peux installer, tu peux télécharger l'ISO sur le site officiel de Ubuntu, c'est gratuit. Et puis tu installes aussi gratuitement et tu télécharges gratuitement l'hyperviseur de type de VirtualBox. Et là, tu peux créer une machine virtuelle en Linux qui va tourner dans ta machine. C'est ce que je vais dire. Et ça, on y arrivera. On y arrivera. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, quel est l'avantage de l'hyperviseur de type D? Son principal avantage, il est plus facile à installer. Ça, c'est très clair à retenir. C'est très facile à installer. C'est comme une application quelconque. Et surtout, pour le débutant. Donc, si tu es encore débutant, c'est ta première fois d'entendre le concept de la virtualisation, tu ne savais pas c'est quoi, voilà, tu peux commencer à tester la virtualisation à partir d'un hyperviseur de type 2. Parce que pour un hyperviseur de type 1, tu as besoin vraiment d'avoir du matériel physique et une clé bootable. Et puis, tu vas installer l'ISO, tu vas installer ton hyperviseur de type 1 comme un système d'exploitation. Et puis, tu pourras l'utiliser. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, avec ça, on va voir quels sont les exemples de quelques hyperviseurs de type D. Il y a VMware Workstation, il y a Oracle VirtualBox, il y a Parallel Desktop, il y a d'autres. C'est pas tout, il y a plusieurs, comme je vous l'ai dit, mais moi je donne toujours le plus connu, que moi j'utilise le plus. Voilà. Et ensuite, si on a déjà vu les types d'hyperviseurs, on dit que c'est lui l'administrateur, l'orchestrateur des systèmes et des machines virtuelles. Et comment pouvons-nous créer une machine virtuelle? Et que faut-il faire? Que faut-il avoir? Par exemple, si toi tu as ta machine aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois avoir? Quelles sont les qualités de ta machine virtuelle, de ta machine physique pour qu'elle permette la virtualisation? Parce que c'est pas n'importe quelle machine qui peut supporter la virtualisation, comme je l'ai dit. Il faut des moyens matériels, surtout en mémoire, en processeur, et donc CPU, et puis aussi en stockage. Donc il faut avoir vraiment un gros stockage, processeur puissant, donc adapté pour la virtualisation. Ça, il faut aussi vous y renseigner. On y arrivera un jour, on en parlera. Et il faut aussi avoir une mémoire assez consistante pour permettre le partage de ressources avec des machines. Parce qu'il faut savoir, les machines virtuelles utilisent les ressources qui se trouvent sur la machine hôte. C'est pourquoi tu crées une deuxième machine, tu dois être sûr que ta machine virtuelle a une capacité susceptible de partager ces ressources avec une autre machine, ou deux, ou trois, ou quatre, ça dépend de la capacité de ta machine. Et cela va te permettre aussi de créer autant de machines pour que ta machine physique reste fonctionnelle et ne soit pas congestionnée, tout comme tes machines virtuelles aussi fonctionnent des machines. C'est très important à comprendre. Maintenant, quelles sont les qualités d'une machine qui pourra servir de l'hôte pour les machines virtuelles? Avant de créer des machines, il faut savoir, il faut être sûr de ces qualités que je vais vous citer ici. D'abord, la machine physique doit être assez puissante. On parle ici du processeur et du mémoire, la CPU et la mémoire, ça doit être vraiment puissant. Donc, ta machine hôte doit avoir un logiciel. Il faut aussi installer l'hyperviseur dessus, c'est très important. D'abord, après avoir vu que la machine est puissante, là, tu peux maintenant y installer un hyperviseur de type 1 ou de type 2, selon les cas. Ensuite, tu dois avoir un processeur compatible avec la virtualisation comme Intel VT ou AM2V. Ça, ce sont des types, mais il y en a d'autres. Comme moi, j'utilise Intel Core i5, mais de 32 Go. Là, je peux y créer au moins des machines virtuelles avec mon Windows 11 version entreprise qui prend en charge en même temps l'Hyper-V, donc l'Hyper-V de Microsoft, donc l'hyperviseur de niveau 1, de type 1 de Microsoft. Et là, je l'ai déjà installé avec PowerShell. On vous la montrera un jour comment faire. Ou j'ai aussi installé quand même l'hyperviseur de type D VirtualBox et je l'ai aussi dans ma machine. Et quand il arrivera au moment où je dois créer la machine virtuelle, je vous montrerai comment le faire. Pour d'abord un hyperviseur de type 1 et moi je vais utiliser Hyper-V de Microsoft et un de type D VirtualBox à titre éducatif. C'est tout. Et là, pour finaliser, à part ce qu'on a vu, tu dois aussi avoir
au moins 8 Go de RAM. Mais ça, c'est très important. Pour moi, je trouve que 8 Go là, c'est quand même peu. Si vraiment ton processeur est puissant, oui, mais s'il n'est pas assez puissant, ça ne marchera pas du tout. Ça va être compliqué, ta machine sera trop lente. Donc, il faut faire attention. Moi, je préfère 16 Go ou plus, c'est au moins. Il faut avoir aussi un bon espace de disque. Ce n'est pas un disque de 50 Go là. Non, 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 ça 25 Go. Non, il faut avoir vraiment quelques. Parce que moi, j'ai un Tera là, c'est quand même bien. Il faut avoir, parce qu'il faut allouer des espaces conséquents aussi. Mais ça dépend des machines. Ça dépend des machines virtuelles et des systèmes d'exploitation que tu vas implémenter. Comme les Linux et Ubuntu ne demandent pas assez, ne sont pas assez exigeants en matériel, en processeur ou en mémoire, Windows 8. Donc il faut savoir aussi en fonction des systèmes que tu vas installer et des logiciels. Ça, tout ça, il faut ça. Il faut aussi avoir une image ISO. C'est très important parce que tu ne peux pas installer des machines virtuelles si tu n'as pas ces éléments-là que je citais. Donc ta machine doit être puissante, ta machine doit avoir un logiciel hyperviseur, ta machine doit avoir un processeur compatible avec la virtualisation, tu dois avoir beaucoup de RAM, c'est tout ce que je peux dire, tu dois avoir beaucoup de stockage du disque et aussi, tu dois aussi avoir une image ISO. C'est quoi une image ISO peut-être? Ceux qui ne connaissent pas une image ISO. Là, je vais juste vous définir c'est quoi une image ISO. Une image ISO, c'est un fichier qui contient une copie exacte d'un CD ou d'un DVD d'installation, comme celui d'un système d'exploitation Windows, Linux. Donc, vous savez, quand vous voulez installer un système d'exploitation sur une machine matérielle, tu as besoin d'un CD ou d'un DVD, ou actuellement on utilise un clé USB bootable. Tu bootes le système sur une clé USB et cette clé-là, tu vas l'utiliser pour installer ton système d'exploitation. Et cette clé bootable, sa copie logicielle en un fichier pour l'utiliser pour les machines virtuelles, c'est ce que nous appelons ISO. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, il faut donc comprendre que l'ISO, c'est les fichiers d'installation du système que tu veux virtualiser, comme Windows, Linux, ainsi de suite. En gros, comme une boîte aussi, c'est ça ce qu'il faut comprendre vraiment. Moi, je préfère vraiment ça là, au lieu de mettre des explications vraiment longues. Il faut juste voir l'ISO comme une boîte virtuelle qui contient tout ce qu'il faut pour installer un système d'exploitation dans une machine. C'est tout. C'est ça. C'est comme une boîte qui contient tout ce qu'il faut pour installer un système d'exploitation dans une machine. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une machine physique, mais une machine virtuelle. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et ça va être la fin pour l'introduction et la compréhension des concepts de la virtualisation. Donc, avec ce que nous avons dit, je pense que vous avez compris que l'hyperviseur joue de l'orchestrateur des machines virtuelles et la virtualisation, c'est une solution assez puissante et robuste pour optimiser les ressources, réduire les coûts des matériels et logiciels et assurer la haute disponibilité de ce service et application dans une infrastructure. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Et c'est, mes chers amis, si vous voulez en savoir plus, restez au courant, zaguez de nos prochaines vidéos, parce que ce n'est que l'introduction. Et la prochaine vidéo, on vous montrera comment créer des machines virtuelles et comment les utiliser, comment vous pouvez installer une machine virtuelle sur un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2. Parce que cette première vidéo consistait juste à vous expliquer les concepts de base pour que vous compreniez c'est quoi la virtualisation.
Voilà, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, je vous remercie pour tous ceux qui ont été avec nous depuis le début jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous dis que notre vidéo prend fin ici. Et prochainement, restez aux aguets car nous commencerons à exploiter l'hyperviseur de type 1 et ensuite l'hyperviseur de type D en y installant quelques 2 ou 3 machines virtuelles et vous montrera comment c'est très pertinent et comment c'est très important d'utiliser cette technologie dans une infrastructure réseau. Mes chers amis, si tu es un informaticien, étudiant, technicien et tu veux accroître tes compétences, n'hésitez pas à nous contacter, à écrire dans les commentaires. Et si peut-être tu as un autre sujet en particulier que tu aimerais qu'on le développe, vous pouvez le laisser dans les commentaires et je passerai revoir et lire tout ce que vous avez écrit et je vous proposerai des sujets en fonction de vos intérêts. Nous tenons pour vous et nous pensons que la technologie aujourd'hui est faite pour tous. Donc, tout ce qu'on a, on n'hésitera pas à le partager avec vous. Ce que vous devez retenir, tout ce qu'on vous donne, ça coûte des milliers de dollars à l'université. Donc, ne négligez pas ce que vous obtenez gratuitement. Ça coûte super cher aux universités. C'est la fin de la vidéo, mes chers amis, et je vous dis à la prochaine et merci pour votre soutien et je vous aime tous. Ciao, bye et à la prochaine.